Europe 1. On fera tout pour remporter ce premier match. Coupe du Monde 98. Mais écoutez, but terrible, but de Dugarry. Des hooligans qui se sont ensuite acharnés à coups de pied sur le malheureux tombé par terre. Le carton bleu. Coup d'envoi. Montée en puissance des Bleus sur fond de hooliganisme. Le 9 juin 1998, à la veille du début du mondial et pour marquer le coup d'envoi des festivités, un défilé de 4 géants est organisé dans Paris. Pablo, Roméo, O et Moussa convergent vers la place de la Concorde. Les reporters d'Europe 1 suivent leur progression dans les rues de la capitale. En studio, rue François 1er, Patrice Belin. La première poupée articulée de 20 mètres de haut est partie du Champ de Mars. C'est Moussa l'Africain, suivi par Ilana Morioussef. Moussa s'est fait longuement attendre dans une drôle d'ambiance, une ambiance calme, très silencieuse, que la musique n'a certainement pas contribué à réchauffer. En fait, on avait l'impression d'être à un concert de musique contemporaine avec des percussions comme ça qui résonnaient dans l'air. Et le dernier à se mettre en marche sera Roméo l'Européen de la place de l'Opéra, Franck Berruyer. Oui, Roméo aurait pu s'appeler Ronaldo tellement les supporters brésiliens sont bien les seuls ici à faire la fête sur la place de l'Opéra. Franck Berruyer, Europe 1. Dans le journal d'Europe 1 de 8h, Christophe Delay revient sur ce défilé qui a suscité peu d'engouement, mais qui a séduit les enfants. Revenons à présent sur la grande fête du mondial hier soir sur les Champs-Élysées. Les avis sont très partagés. Libération parle de défilé de poupées gonflantes, oui, gonflantes, d'une fête de mauvais goût. Quelques certitudes, il y avait beaucoup moins de monde que prévu. 200 000 spectateurs sur le million attendu. Le spectacle fut trop lent, il manquait de rythme et la symbolique était sans doute un peu pointue. Ce sont les enfants qui ont le plus apprécié. Je suis impressionné, c'est gigantesque. Ça fait 20 mètres de haut. Un géant, avec une machine, avec des boutons. 10 juin 1998, jour J. La planète foot a les yeux braqués sur le Stade de France où a lieu la cérémonie d'ouverture. L'hymne, La Cour des Grands, est chanté par Youssou N'Dour et Axel Red. À ton tour de marquer, à ton tour de gagner. Il reste alors au président de la République, Jacques Chirac, à prononcer la phrase rituelle. Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France. Et pour commenter le match d'ouverture Brésil-Écosse, 2 grandes voix d'Europe 1 qui vont résonner dans tous les stades de France pendant 5 semaines. Eugène Sacomano et Pierre-Louis Basse, avec le consultant de la station, Guy Roux. Enlevez le message, donnez-nous l'antenne. Eugène Sacomano, on vous entend. Le stade de France, Brésil-Écosse, il y a pénalty. Oui, c'est Pierre-Louis Basse et c'est l'Écossais John Collins, bien connu de Monaco, qui va tirer ce pénalty après une faute de Sampaio. Attention Collins, et qui marque, l'Écosse égalise face au Brésil. Premier pénalty de la 16e Coupe du Monde. Score final 2-1 et une victoire du Brésil en demi-teinte, comme le confesse le Brésilien Leonardo au micro de Manuel Tissier. On n'est pas à 100%, ça c'est vrai, ça c'est... Peut-être c'est mieux. Je crois qu'il a grandi pendant la Coupe du Monde, ça va être beaucoup mieux que commencer à 100%, que tout le monde attend beaucoup, puis dit on va gagner. Bon, on a bien commencé avec le 3 points et ça que c'est important. Vendredi 12 juin, les Bleus entrent en scène à Marseille face à l'Afrique du Sud. Les reporters d'Europe 1 tendent leur micro aux jeunes supporters français. Et on est tous heureux. On espère tous que c'est la France qui gagne. L'équipe de France sait qu'elle va pouvoir s'appuyer sur un public formidable pour ses débuts en Coupe du Monde. Le capitaine Didier Deschamps sait bien que l'enjeu de ce premier match est très important. On fera tout pour remporter ce premier match. Au-delà du résultat, c'est vrai qu'on donne déjà une première impression du potentiel que peut être l'équipe de France, même si c'est pas significatif. On a pu le voir à travers le match d'ouverture. Le Brésil n'a pas fait un grand match, mais ils ont 3 points. Ils peuvent travailler tranquillement et c'est plus facile de travailler après les victoires. 12 ans, depuis 1986 au Mexique, que la France n'a pas joué un match de Coupe du Monde. Alors c'est un stade Vélodrome surchauffé qui attend fébrile, comme Eugène Sacomano et Pierre-Louis Basse, le premier but des Bleus. Ce sera à la 35e minute. C'est toujours 0-0. Bon travail au cordeau là des 3 joueurs. Et c'est Zinedine Zidane qui va donc tirer ce corner. Laurent Blanc est venu aux nouvelles. Marcel Desailly également. Tous les grands gabarits. Mais écoutez des buts. But terrible. But de Dugarry. But de Dugarry. Formidable but de Dugarry qui a repris ce ballon, qui a croisé. Il est heureux Dugarry. Oh Dugarry qui regarde le public, qui lève ses poings. Image de bonheur absolument hystérique. Et c'est logique. Dugarry qui tait. Oh Dugarry.
Premier but signé Christophe Dugarry, une revanche pour l'attaquant mal aimé du public, critiqué pour sa sélection et qui le manifeste en tirant la langue en direction de la tribune de presse. Le premier but de l'équipe de France depuis 12 ans en Coupe du Monde. Un but inscrit par Aga Dugarry, critiqué, complètement secoué et qui avait dit « Je vous donne rendez-vous au Mondial ». Avec une bonne pression française tout de même qui finalement se concrétise. Thierry Henry qui va faire le break, il va marquer, oui, il marque Thierry Henry, il a marqué un but superbe. Il est fou de joie, regardez-le là-bas Thierry Henry, par-dessus les barricades, il exprime sa joie, Thierry Henry, qui était l'espoir du football français. On l'attendait, il ne s'exprimait complètement jamais, mais là, c'est l'apothéose pour lui. Ah oui, je pense, Giroud. Oui, c'est très très bien, mais enfin, ne nous grisons pas. Après cette victoire 3-0, Christophe Dugarry mesure combien la route est encore longue. On peut pas allumer une radio ou allumer une télévision sans parler de l'équipe de France ou du mondial. C'est sûr que la pression, elle y est et c'était vraiment dur d'assumer tout ça. On l'a bien fait. C'est pas fini, c'est que le début, c'est que la première marche. J'espère que ça se passera aussi bien sur les prochaines rencontres. Robert Pires qui rentre, qui donne ce ballon à Djorkaeff qui talonne. C'est bien fait, le but de Lizarazu. Le but de Liza. Et qu'il est beau ce but, et qu'il est beau car c'est un but extrêmement collectif. Et Liza bondit pour marquer le 4e but. Ah là, les Français nous donnent du spectacle. Jeudi 18 juin, deuxième match pour l'équipe de France qui joue contre l'Arabie Saoudite au Stade de France. Victoire facile, 4-0, mais victoire amère. Blessure pour Dugarry et pour Zidane, 2 matchs de suspension après un carton rouge. Un carton rouge pour avoir confondu un joueur saoudien avec un paillasson. Aimé Jacquet estime la sanction justifiée, mais Zidane plaide de non coupable. Je crois que c'est sévère de prendre un rouge comme ça sur une action de jeu qui est vraiment anodine, quoi. Ce que craignent les organisateurs du mondial en termes de sécurité, ce sont les hooligans. Parmi les mesures préventives, les polices des nations engagées dans la compétition ont déployé des forces pour les identifier et les suivre. Alain Delmas est à la cellule de crise pour Europe 1. Dans la salle climatisée du ministère de l'Intérieur, plus d'une cinquantaine de policiers français et étrangers restent toutefois vigilants. Ils savent qu'il reste 52 matchs à disputer jusqu'à la fin du mondial et certains pourraient être mouvementés. L'attitude des supporters anglais à Marseille le laisse craindre pour le premier match de leur équipe nationale demain dans la cité phocéenne. Reportage prémonitoire. Quelques heures plus tard, à la veille du match Angleterre-Tunisie, des violences éclatent à Marseille sur le Vieux-Port. Pour Europe 1, François Claus est sur place. À la tombée de la nuit, le centre de Marseille est devenu le théâtre d'une véritable guérilla urbaine. Course-poursuite avec les CRS, canettes de bière contre gaz lacrymogène, gamins des quartiers nord venus en découdre, vitrines brisées, magasins pillés, voitures renversées, commerçants se défendant à coups de batte de baseball. Mireille, marseillaise de toujours, était venue sur le port pour participer à la grande fête du mondial. La désolation parce que ça frappait, ça cassait de partout et ça ressemble à la guerre, ça ressemble à une guerre civile. Le foot comme ça, non, c'est plus la fête. Quand ça ressemble à la guerre, c'est pas bon, hein, c'est vraiment pas bon. Ce déferlement de violence va culminer à Lens avec l'agression d'un gendarme par un groupe de hooligans allemands. Ce gendarme s'appelle Daniel Nivelle. Le 21 juin, il est laissé pour mort sur un trottoir près du stade Félix Bollaert. Le correspondant, Jean-Claude Gins, est en direct sur Europe 1. Des incidents extrêmement graves puisqu'on craint ce soir que ces incidents coûtent la vie à un gendarme mobile. L'homme a été atteint à la tête peu après le match par une masse de bois lancée par des hooligans qui se sont ensuite acharnés à coups de pied sur le malheureux tombé par terre. Évacué par hélicoptère au centre hospitalier de Lille, le gendarme se trouve dans un état qu'on qualifie de désespéré. L'agresseur présumé du gendarme sera déféré demain soir au parquet de Béthune. Âgé de 27 ans, le suspect est originaire de Hanovre. Il était ivre au moment de son interpellation. Il n'a pas agi seul et ses complices sont activement recherchés. Manuel Saint-Paul est le correspondant d'Europe 1 à Berlin. En Allemagne, les hooligans sont repérés et interdits de stade. La police les connaît tellement bien qu'elle estime leur nombre à 600 sur le territoire français pour la Coupe du Monde de football. Parmi les fauteurs de troubles qui ont sévi à Lens, les analystes distinguent 3 groupes très différents. D'abord, les néo-nazis reconnaissables à leur crâne rasé. Ensuite, il y a les supporters frustrés de ne pas avoir obtenu de billets pour le match. Et enfin, les hooligans à proprement parler qui ne sont pas toujours ce que l'on croit. Contrairement à une idée reçue, les hooligans ne se recrutent
recrutent pas vraiment dans les couches populaires ou parmi les chômeurs, explique Günther Pilz, sociologue, spécialiste de la question. On les trouve plutôt dans les milieux aisés. Ce sont des avocats, des médecins, des ingénieurs, des étudiants qui veulent prendre leurs pieds avec des sensations fortes. Le Premier ministre, Lionel Jospin. La justice fera son travail de la façon la plus nette, particulièrement quand on voit les comportements de violence et de lâcheté indigne qui se sont manifestés hier à l'encontre d'un homme. Ces bravaches, en règle générale, d'où qu'ils viennent, y compris les nôtres, ce qui les caractérise, c'est toujours la lâcheté. C'est jamais du 1 contre 1. Le gendarme Nivelle va rester 44 jours dans le coma. Europe 1 se fait aussi l'écho d'une affiche très politique lorsque l'Iran bat les États-Unis, le grand Satan pour les Iraniens, 2-1 à Lyon. C'est une victoire internationale pour nous, c'est bien pour notre pays. Là, vous êtes sûr de rentrer à Téhéran comme des héros? À Téhéran, c'est la fête. Il est maintenant 2h30 du matin. T'entends? On sent vraiment la joie. C'est la deuxième fois après 20 ans, après la révélation, qu'on sent la vraie joie, la vraie unité de la nation. À mon avis de tous les Iraniens, c'est la victoire sportive. Mais c'était une victoire très sensible, très symbolique. Si on n'était pas gagné, c'était catastrophe. L'Iran exulte, mais ne passera pas le premier tour. De leur côté, les Bleus poursuivent leur route. 3e victoire 2-1 face au Danemark le 24 juin. Les voilà qualifiés pour les 8e de finale. Humilité, confiance et détermination pour Aimé Jacquet avant d'affronter le prochain adversaire, le Paraguay. Depuis cette Coupe du Monde, nous avons réalisé 3 très bonnes prestations. Et la mentalité qui se dégage de ce groupe ne me surprend pas. Nous avons envie de poursuivre ce que nous avons bien commencé. Mais un match est un match. Et il faut, comme tous les matchs, se concentrer, se remobiliser et faire en sorte que toutes ces forces que nous avons en nous puissent s'exprimer au bon moment. À chaque match, il faut se remettre en cause. Donc ce 8e de finale s'annonce comme pour tous les 8e de finale et pour les équipes soi-disant supérieures, toujours très dangereux.